Bonsoir. Cette semaine, la fin des sessions au Parlement n'aura pas été spécialement un événement de mémoire dans l'almanach politique national. Et pour cause, durant tous les travaux de mars, aucun texte n'aura été voté par les deux chambres, finalement réunies en congrès pour la troisième fois mardi dernier, à l'effet de recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. En revanche, le vrombissement des moteurs de bus de transport urbain, entendu à l'immeuble Étoile cette semaine, laisse attentifs les citadins de Yaoundé et Douala. Les deux métropoles sont la cible d'une offre d'un groupe suédois désireux d'assurer le transport des personnes et qui a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Un hoquet à la gorge de tous ceux qui se souviennent du jeudi 11 juin 2015, il y a presque 9 ans. Ce jour-là, en effet, une convention avait été signée à Yaoundé relative au démarrage d'un projet d'installation de 2 usines d'assemblage et de montage de véhicules à Douala et Kribi avec des firmes indiennes et chinoises. Depuis lors, pas un seul klaxon de voiture made in Cameroun. Il en est de l'automobile comme des produits de l'agroalimentaire. Malgré ses atouts et son leadership de première économie de la CEMAC, le Cameroun importe abondamment du Gabon, une denrée comme l'huile de palme, et reste loin derrière ses voisins de l'Afrique de l'Ouest, notamment en ce qui concerne le volume de production et d'exportation dans des secteurs clés. La plupart de ces ressources proviennent des filières agro-pastorales qui emploient 57% de la population active agricole et contribuent pour 20% au produit intérieur brut. En 2024, par exemple, le Cameroun va consacrer plus de 22 milliards de francs CFA à la lutte contre la crise alimentaire. Dès lors, comment conjurer cette sorte de malédiction camerounaise qui veut que le pays reste pauvre malgré toute sa richesse? Comment financer et relancer cette province de l'économie nationale qu'est le monde agro-pastoral? Question à un banquier riche du diplôme d'études universitaires supérieures de l'Institut de Banque de Paris et d'une trentaine d'années d'expérience professionnelle. Le révérend Charles Rollin Omban Ekat n'est pas ici ce dimanche pour un sermon, mais plutôt pour des arguments. C'est l'invité de cette autre signature de votre magazine Actualité Hebdo. Révérend Charles Rollin Omban Ekat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Romuald. Je rends grâce à Dieu qui nous conserve le souffle de vie et qui veut effectivement que je sois sur votre merveilleux plateau. On ne pouvait pas attendre autre chose d'entrée de jeu de la part d'un homme d'église. Alors, puisque nous y sommes, commençons par une confession, si vous le voulez bien. Promettez-vous, révérend, de ne pas utiliser ce plateau à des fins de propagande religieuse ou de publicité? Bien sûr que un jour, certainement, vous allez organiser un plateau, je parlerai des questions de foi. Je suis invité aujourd'hui pour un but et je suis là pour cela. Très bien. Pour un banquier qui est aussi pasteur comme vous, le dimanche est surtout un jour de prédication et de repos, ou alors le capitalisme qui régit l'univers bancaire ne connaît pas de dimanche? Oh, pour un pasteur comme moi, je dois préciser déjà que ce n'est pas seulement le dimanche, c'est tous les jours que je dois servir le Seigneur et je dois faire le travail, y compris bien sûr le dimanche. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Donc pour moi, dimanche, je dois servir le Seigneur comme il se doit. Et d'ailleurs, tous les jours, je le fais. Vous laissez donc d'abord de côté la banque? Oui, chaque matin, pour moi, je trouve que chaque matin déjà, je dois prêcher l'évangile, je dois prier pour les malades. Avant d'aller au bureau, je le fais. Et maintenant, je fais la banque. Donc les deux sont bien conciliables et effectivement nous le faisons. Dites-moi, peut-on être de la ville et en ville et prétendre connaître les problèmes du monde agro-pastoral? Je peux dire effectivement, on est de la ville en ville, mais pour être en ville, nous sortons des villages. Moi, je peux vous dire que pour moi personnellement,
j'ai payé ma scolarité avec le cacao que j'ai travaillé et j'ai encore quelques boutons ici. Donc le village pour nous, c'est ça qui nous a nourris, c'est ça qui nous a même encore donné plein de sagesse. Et j'encourage les jeunes aujourd'hui vraiment à aller au village. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend au village qu'on peut ne pas trouver en ville. Commençons donc peut-être par évoquer globalement ces problèmes qui s'opposent au monde agro-pastoral que vous connaissez, du moins par expérience, donc de manière empirique. Ces problèmes-là, de votre point de vue, c'est lesquels? Effectivement, le monde agro-pastoral connaît, comme vous pouvez imaginer, un grand nombre de problèmes. Notamment, puisque je vais prendre beaucoup plus l'aspect financier, bancaire, parce que si j'aborde, on pourrait passer toute la soirée ici à en parler. On voit que la plupart des gens qui sont au village sont sous-bancarisés. C'est-à-dire que peu ont l'information même sur les questions financières. Ils manipulent de l'argent, mais ce n'est pas toujours évident qu'ils puissent comprendre comment on peut faire pour progresser effectivement dans la collecte, dans l'augmentation de leurs revenus. Au niveau du village, les gens ont des difficultés dans leur organisation. Et lorsqu'on rentre maintenant dans le cadre agro-pastoral, j'avoue que les uns et les autres rencontrent substantiellement des problèmes pour se faire financer. Et ce n'est pas seulement pour avoir des crédits. Vous irez plus loin. Lorsque vous allez parler du côté des assurances, vous verrez, si vous demandez aux gens du côté du village combien de personnes ont une assurance même pour la blessure qu'ils peuvent recevoir au champ, vous n'allez pas compter plusieurs personnes. Donc, sur le plan structurel, il y a un problème. Sur le plan même de la mentalité, c'est pourquoi on parle souvent d'éducation financière, c'est-à-dire que éduquer les populations, c'est un enjeu très élevé sur le plan financier. On peut y ajouter l'absence d'une banque agricole dédiée donc au monde agro-pastoral, une banque pourtant annoncée en 2011 par le chef de l'État lors du comice agro-pastoral de Ebolova, mais qui reste attendue. Qu'est-ce qui fait à ce point, qu'est-ce qui à ce point-là peut faire obstacle à la vision du chef de l'État? Ce sont les hommes ou c'est l'environnement? Romuald, votre question est très pertinente parce que effectivement, au regard de ce que vous avez donné comme chiffre d'ailleurs, c'est-à-dire que quand on parle de l'économie au Cameroun, on parle en grande partie du secteur agro-pastoral et des effets induits de ce secteur. Alors, quand vous avez 57% de la population active qui s'y trouve, et lorsque un secteur contribue à 20% au PIB, on ne s'attendrait pas qu'effectivement qu'un tel secteur puisse manquer de banques. La réponse à cette question renvoie à deux choses. A priori, quelqu'un peut vous dire que c'est au regard. Certains disent que c'est les risques liés au secteur agricole. C'est un aspect. Mais je pense que vous posez une question fondamentale sur le système bancaire qui existe dans notre pays. Parlons déjà des risques. Je dis ça parce que c'est tout le monde qui sait que l'activité agricole, je parle du secteur, l'activité agricole, c'est y compris l'élevage, la pisciculture et tout ce que nous avons, regorge effectivement des risques qui sont inhérents même à l'activité, à la nature même de cette activité. C'est-à-dire, par exemple, influencé par les saisons, influencé par les criquets, influencé par la nature du sol. Tous ces facteurs, y compris maintenant les facteurs humains qui sont tels que le vieillissement même de ceux qui travaillent dans le secteur agricole et le fait que plusieurs n'ont pas un certain niveau pour pouvoir accéder à certains services, à certaines connaissances et services financiers. Vous voyez que, a priori, ça doit être, c'est ce qu'on a toujours présenté comme élément qui empêche qu'un pays comme le nôtre puisse avoir une banque agro-pastorale. Mais moi, je pousse plus loin. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit même à mes frères et aux banquiers, en tant que patron de banque, je leur dis, écoutez, nous disons que
nous ne faisons pas la banque agricole parce que l'agriculture a des problèmes. Moi, je dis, il y a beaucoup de risques. Il me semble, moi personnellement, ma conviction, c'est que, effectivement, l'agriculture a des problèmes parce que la banque n'est pas entrée dans l'agriculture. Donc, vous voyez, à ce niveau, les banquiers se disent qu'on ne fait pas l'agriculture parce que l'agriculture a des problèmes. Moi, je vous dis, l'agriculture a plutôt des problèmes parce que les banquiers n'y sont pas allés. C'est-à-dire, c'est une question du système bancaire qu'il faut bien huiler. On a justement le sentiment que les banques ne veulent pas prendre de risques au motif que le monde agropastoral serait difficile et incertain. Et là revient au goût du jour la réflexion du philosophe et homme d'État romain Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. On peut opposer cela à l'écosystème bancaire camerounais. Oui, effectivement, il me semble que jusqu'aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas de raison que 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, que nous les banquiers, nous n'ayons pas inventé un mécanisme pour pouvoir permettre à ce qui est la colonne vertébrale de notre économie. Vous savez, j'ai souvent dit que nous faisons la banque des autres. Il y a un grand décalage, pour dire vrai, entre le système bancaire que nous avons et la réalité de nos économies. Aujourd'hui, il est temps qu'on revienne effectivement sur des fondamentaux de la banque que j'appelle souvent la banque africaine, c'est-à-dire celle qui s'adapte aux réalités économiques de nos États. À votre sens donc, il faut formuler, concevoir des instruments, des outils spécifiques au monde agricole, comme on pourrait en concevoir aussi pour les femmes, par exemple. Effectivement, le secteur agricole est un secteur, comme vous avez vu, effectivement, il y a plein d'enjeux, plein de risques. Mais comme il y a plein de risques, il faut une stratégie qui soit adaptée à ce secteur. Personne ne peut s'asseoir seul. Le premier élément, c'est que personne ne peut s'asseoir seul pour dire qu'il va résoudre le problème agricole. Il faut une conjonction des efforts des banquiers que nous sommes, d'abord, et maintenant aussi des pouvoirs publics. C'est-à-dire les efforts conjugués des banquiers et des pouvoirs publics vont amener à la solution idoine. Pour le banquier, il doit avoir une stratégie qui soit orientée en bonne et due forme vers le secteur rural. Et dans cette stratégie, bien entendu, il faut une organisation idoine, des hommes qu'il faut, des produits qu'il faut et même les mécanismes d'intervention au niveau du terrain qu'il faut. Ça, c'est le banquier, des produits qui soient adaptés, des mécanismes d'intervention, par exemple, avoir des agences. Je crois que vous avez suivi dernièrement ce que nous, on a fait. Avoir des agences spécialisées, parce que c'est un domaine très important, très risqué, des agences spécialisées qui s'occupent de cette partie, de ce grand pan de l'économie. Ça, c'est ce que le banquier peut faire. Si vous posez des questions, je rentrerai davantage dans les détails. Mais aussi, les banquiers seuls. Le ministre des Finances a ouvert cette agence chez vous qui est destinée au financement du monde agropastoral. Mais est-ce que tous les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs vont venir à Yaoundé? Voilà. Nous, dans le cadre stratégique et sur le plan opérationnel, nous avons décidé d'avoir une agence dans chaque région qui va s'occuper. Qu'est-ce qu'on trouve dans une agence agropastorale? C'est d'abord des hommes, pas des banquiers purs, des banquiers que j'appelle des banquiers classiques. Non, il faut des banquiers qui sont des banquiers agropastoraux. C'est-à-dire que c'est des ingénieurs agronomes, par exemple, que nous recrutons, que nous formons en bonne et due forme pour qu'ils parlent le même langage. Et nous ouvrons dans chaque agence, dans chaque région, une agence comme celle-là. Mais aussi, il n'y a pas que l'agence. Il faut trouver des produits adaptés à chaque cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, par exemple, c'est de faire que les jeunes partent faire l'agriculture. Vous avez des produits qui doivent être orientés à l'agriculture, aux jeunes,
destinés aux jeunes, des produits destinés aux élites, des produits destinés à la diaspora, des produits destinés aux femmes, de sorte que chacun, parce qu'en réalité, la solution que nous voulons apporter dans ce domaine, c'est une solution où on fait de l'ensemble de la mise en, nous faisons une mise en place d'un écosystème de services financiers et non financiers pour adresser effectivement un problème qui, il faut le dire, est la base fondamentale de nos économies. Avant de poursuivre, je vous propose un élément d'actualité de cette semaine. Il y avait, vous avez dû le suivre, la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel, marquée donc par l'entrée en scène de 2 nouveaux membres qui remplacent ceux qui étaient décédés. Voici le film de cette cérémonie avec Thérèse Yolande Edima. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution. Une deuxième mandature pour 9 anciens du Conseil constitutionnel, dont Clément Atangana, le président et un premier sectionnat pour 2 nouveaux venus, Adolphe Minkwaché et Aaron Logmon-Bellec, reconduits pour les uns et nommés pour les autres par 2 décrets présidentiels en date du 18 janvier 2024. Les 10 présents sur les 11 qui constituent le groupe ont tous pris l'engagement devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé de remplir leur mission selon les règles. C'était en présence de nombreux invités au rang desquels le gouvernement conduit par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Ndiongouté et d'autres personnalités de divers ordres. Dans son allocution de circonstance, lui en présence du président du Sénat Marcel Nyadji-Fendji, le président de l'Assemblée nationale a invité les promus à œuvrer pour mériter encore plus la très haute confiance du chef de l'État. Le très honorable Kaba Yégué Djibril a également demandé aux membres de la haute juridiction de faire notamment preuve d'intégrité et de compétence pour relever le défi des prochaines échéances électorales. Déjà pointent à l'horizon les élections présidentielles et parlementaires, en attendant une éventuelle consultation référendaire. Ce sont autant d'échéances qui vont vous interpeller dans un futur proche. Avec cette prestation de serment, les sages de la haute juridiction sont désormais officiellement en fonction. À propos des élections présidentielles en vue, ça c'est pour vous faire réagir à cet élément, eh bien certains banquiers jouent souvent un rôle trouble et dénoncé, celui d'accorder des financements occultes. C'est une pratique que vous connaissez? Ou alors vous avez les mains propres? Non, nous on a les mains propres. Bon, je ne sais pas au Cameroun s'il y a des banquiers qui le font, hein. C'est possible. Mais bon, j'avoue que le rôle du banquier n'est pas celui-là. Mais dans d'autres cieux, effectivement, il semble que dans d'autres cieux, les partis politiques partent dans les banques et prennent des crédits. Mais chez nous ici, je pense que c'est très difficile. Vous savez, moi j'aime dire souvent que je suis neutre comme l'argent que je gère. Aussi simplement, vous voyez, sur l'argent, il n'y a pas le nom d'un parti politique. Donc, nous, la banque, nous restons vraiment calés dans ce que nous sommes appelés à faire. Cette semaine, c'est la semaine de l'argent, comme vous le savez. Est-ce qu'on peut gérer l'argent, le garder en ayant les mains propres? Bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'il faut. Vous savez, à la banque aujourd'hui, notamment, on parle de la conformité. Quand on parle de la conformité, c'est qu'on veut amener les gens à gérer vraiment avec les mains propres. Et lorsqu'on ajoute, on regarde la conformité, la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, vous conviendrez avec nous que c'est très nécessaire. Si les gens ne le faisaient pas, aujourd'hui, les uns et les autres doivent comprendre que pour être notamment banquier, il y a un minimum d'éthique, il y a un minimum d'exigibilité, ce que je peux reprendre votre mot, de propreté qu'il faut pour pouvoir vraiment gérer le trésor comme celui-là. Une curiosité, révérend Omban Ekat, le monde agro-pastoral a tous ces problèmes d'argent que vous venez d'évoquer. Pourtant, la BEAC nous apprend qu'en 3 décennies, le Cameroun est passé d'un contexte de crise bancaire exacerbée à une surliquidité amplifiée. Ces fonds-là vous servent à quoi?
à des placements plus juteux? Bon, vous me posez la question de savoir la mission de la banque. Il faut dire que, déjà, beaucoup de gens continuent à penser que les banques ne financent pas l'économie. Si les banques ne financent même pas l'économie, qui va financer l'économie? Donc, le rôle de la banque, c'est de collecter de l'argent, ce qu'on appelle les dépôts, et bien entendu, d'octroyer des crédits. Ça, c'est ce que peut-être beaucoup ne savent pas. Quand vous faites votre dépôt... Mais on a le sentiment que vous préférez collecter. Oui, il faut d'abord collecter. Parce que les pays se développent par l'épargne. C'est-à-dire que c'est le lieu pour moi de dire, nous nous engageons à financer l'agriculture. Il est question de mobiliser l'épargne nationale. Ça, c'est très, très important. Parce que quand nous voyons les autres pays qui se sont développés, c'est sur la base de l'épargne nationale de ces pays que, effectivement, il y a eu développement. Tant en ce qui concerne les banques, qu'en ce qui concerne ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, les États. Quand un État vient faire un emprunt obligataire pour financer, par exemple, un projet d'électrification ou bien un projet de barrage, c'est l'épargne nationale que nous collectons et après, l'État prend et réalise des choses. Mais en dehors de ce que l'État peut faire, les banques que nous sommes, nous donnons des crédits, non seulement les crédits de consommation, bien sûr, vous le savez, mais aussi les crédits aux PME, nous le faisons. Et aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, je vais vous rappeler que de faire le crédit aux PME, c'était très compliqué. Mais on a travaillé. Aujourd'hui, c'est très facile pour une PME d'obtenir son crédit dans une banque. Et c'est comme ça que nous voulons travailler encore pour que dans bientôt, le risque agricole vraiment devienne un risque aussi banal que toutes les banques puissent être orientées au financement de l'agriculture. Mais vous n'en faites pas assez puisque les banques sont surliquides. Non, bon, la notion de surliquidité, la banque ne va pas donner tout l'argent, parlons terre à terre. C'est-à-dire que si un jour la banque a l'obligation de collecter des dépôts, de faire de crédit en s'attendant que quelqu'un peut venir retirer son argent et il faut qu'il le lui restitue à vue, quand c'est à vue. Donc, effectivement, on doit financer l'économie. Mais de l'autre côté, la banque a pour mission aussi de sélectionner des projets qu'on appelle des projets bancables. C'est pas parce que si vous venez déposer vos dépôts chez nous et qu'en réalité, vous revenez chercher et qu'il n'y en a pas, vous voyez, le système va tomber. Donc, on doit rechercher des projets qui soient corrects et financés. Je voudrais préciser aussi que lorsqu'on parle de système bancaire, ce n'est pas la banque seule. Aujourd'hui, quand vous constatez, il y a d'autres acteurs qui jouent aussi un rôle à l'intérieur. Mais les banques, lorsqu'on va s'engager dans l'agriculture encore, ça va ponctionner une grande partie des dépôts que nous réalisons. Il faut dire que la question de financement relève aussi de la nature des ressources que les banques ont. Parce que plusieurs projets peuvent être des projets à long terme. Alors qu'au Cameroun, vous verrez que près de 80% des dépôts sont des dépôts à vue. À vue signifie que, à demande, si vous arrivez, vous dites que je veux mon argent maintenant, on vous le sort. Alors, c'est vrai que par les mécanismes bancaires qu'on appelle la transformation, on doit pouvoir, mais on doit gérer tel que, effectivement, personne ne puisse ressentir qu'on est même en train de financer par rapport à celui qui dépose. Donc, le fait que nous ayons une nature des ressources pas toujours totalement adapté à certains projets, vous voyez qu'il peut être créé ce qu'on appelle couramment la surliquidité. Mais au fond, la banque continue à rechercher des bons projets pour financer. L'autre hypothèque sur le monde agro-pastoral, c'est la main-d'œuvre vieillissante. Vous en avez parlé un tout petit peu. Les jeunes ne veulent pas se salir les mains au motif que l'agriculture, la pêche et l'élevage, ça ne rapporte rien. Pouvez-vous leur démontrer le contraire? Oui, effectivement, notre rôle, quand nous nous engageons au financement de l'agro-pastoral, c'est parce que nous avons vu que les jeunes ont cette perception. Mais pourtant, lorsque nous regardons les autres pays, on voit que c'est l'agriculture qui a permis à plusieurs pays de se développer et tenue par les jeunes.
parce que les jeunes qui ont par ailleurs fait l'école, et je loue l'idée qui est développée ces derniers temps, d'avoir des lycées agricoles en forme, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je crois que même le gouvernement a compris qu'il faut former les gens dans l'agriculture. Et les jeunes qui sortent dans des écoles de formation agro-pastorale, vous voyez que ces jeunes-là sont de plus en plus orientés vers l'agriculture. L'agriculture est un domaine où beaucoup de jeunes, où le sous-emploi et même le taux de chômage peut être foncièrement réduit. Maintenant, un jeune, un agriculteur, mais je peux vous prendre, bon, n'allons même pas loin pour démontrer à un jeune. Je crois que je ne vous apprends rien pour comprendre que le cacao se vend à 5 000, 5 300. C'est-à-dire que si vous avez un sac de... Je parle du cacao que moi je connais, hein, c'est pas compliqué. Vous avez un sac de 100 kilos, un sac de 100 kilos, vous vendez à 500 000. Quelqu'un qui est à Yaoundé qui gagne 50 000, il faut faire près d'un an pour avoir ça. Vous avez un sac. Et je connais des jeunes qui en ont au cours d'une saison 20, 30, 40 sacs. Donc, ça c'est le cas du cacao. Si on prend le cas du riz, le cas du maïs, vous allez vous retrouver, c'est un problème de projet, c'est un problème où les jeunes, aujourd'hui même ceux qui font la pisciculture, lorsque vous faites, c'est des besoins énormes. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun importe beaucoup de produits agricoles, beaucoup de produits d'élevage, dont le besoin est énorme. On parle du riz, on veut parler de près de 600 000 tonnes de riz. Écoutez, pour nous-mêmes, avec le grand marché que nous avons en Afrique centrale et même au-delà, le Nigeria est là à côté, vous conviendrez avec nous que si les jeunes, et c'est pourquoi je les exhorte, que les jeunes se lancent véritablement dans l'agriculture, et nous sommes là, le mini-jeune fait des projets de cette nature, en partenariat avec les programmes gouvernementaux, on les oriente, qu'ils soient honnêtes. La seule difficulté que nous avons, c'est que la mentalité a été formatée au départ comme si tout le monde doit être un fonctionnaire, tout le monde doit être un gendarme, ainsi de suite. Non, le temps là est révolu. Moi je vous dis, moi en banque, j'avais résolu pour créer la banque, j'avais dit moi je ne vais pas travailler quelque part, je vais créer une entreprise. Donc il faut des gens qui soient résolus pour dire je finis l'école, je vais faire 50, 100 hectares. Je vais commencer par 2 hectares, mais ma vision, c'est de faire 100 et d'employer même d'autres personnes. Ce d'autant que le chef de l'État lui-même le dit, ne serait-ce qu'à propos de l'agriculture, voilà, que la terre ne trahit jamais. Voilà, lui-même étant le premier agriculteur en passant. C'est-à-dire que vous imaginez, honnêtement, ça m'a toujours marqué que quelqu'un qui est chef de l'État, on devrait se dire que mais qu'est-ce qu'il cherche dans l'agriculture? Je crois qu'il veut montrer que l'agriculture là, c'est le domaine, c'est le passage obligé, c'est le passage, je ne dis pas obligé, mais c'est le passage nécessaire pour un grand nombre de jeunes, un grand nombre de personnes pour pouvoir réussir. Mais je ne vous apprends rien. Moi je vous dis, depuis que nous nous sommes lancés dans le financement agricole, nous nous rendons compte que l'agriculture est en train de prendre de l'ampleur, ça je peux vous dire. C'est-à-dire que quand vous voyez plusieurs ministres là, il a beau être ministre, mais il a son champ. Aujourd'hui, de plus en plus, des fonctionnaires, des journalistes se lancent dans l'agriculture. C'est pourquoi nous avons mis en place un produit justement pour les accompagner. Vous voulez faire de l'agriculture? Est-ce que tout le monde va faire de l'agriculture? Il faut bien laisser cela à ceux qui ne sont par exemple pas banquiers, qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas journalistes. Nous n'allons pas tous nous verser dans l'agriculture. Moi je dis le contraire. Moi je dis au regard du besoin que nous avons, écoutez, quand on parle de la vie chère, comment on va faire pour résoudre les questions de vie chère? Mais la fin d'année s'approchant, Romuald, c'est pas compliqué. Vous pouvez passer chez nous, on vous donne un petit crédit, vous faites votre élevage de 30 poulets. Mais c'est terminé, non? Et en fin d'année, vous avez vos poulets. Si chacun fait comme cela, on aura une... Le problème, c'est qu'on doit produire. Et si on arrive à une surproduction, on exporte. C'est comme ça, c'est ça la ligne qui est très très importante pour le développement de notre économie. Dans un bulletin de statistiques datant de décembre 2019, la BEAC explique que
les crédits bancaires au secteur privé non financier sont estimés à 20% dans la sous-région, y compris donc au Cameroun, c'est-à-dire moins de la moitié des 45% recommandés par les institutions financières internationales. Pourquoi cette réticence des banques camerounaises et de la sous-région, globalement, à donner de l'argent, et comment faire quand on est par exemple au village et qu'on veut lancer son projet d'agriculture, son projet avicole ou même son projet piscicole? Vous posez là deux questions. La première, effectivement, c'est que pourquoi les banques sont réticentes. Pourquoi sont-elles réticentes? Réticentes. Le réticent, c'est que la banque, naturellement, travaille avec la prudence. C'est la qualité, il faut dire la qualité des projets fait souvent défaut. Il y a la qualité des projets. Il y a la structuration. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai interrogé des gens, quelqu'un veut venir prendre le crédit, mais il prend le crédit alors qu'au fond de lui-même, il n'a pas une vision pour réaliser ce qu'il veut. Vous lui donnez le crédit. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent le crédit pour aller faire autre chose? Voilà. Le banquier doit regarder tout cela automatiquement parce que le banquier est tel que si il vous donne de l'argent, vous devez rembourser. Et il faut reconnaître que nos pays n'ont pas une grande culture de remboursement. J'aime souvent dire aux uns et aux autres qu'au Cameroun, les gens n'aiment pas payer. Même les impôts, de plus en même le loyer. Il y a des gens qui habitent chez vous, qui travaillent, mais à la fin du mois, vous êtes bailleur, il faut aller le supplier pour qu'il vous paye. C'est la même chose pour le crédit. C'est pourquoi l'État a pris une bonne résolution en 2019 de pénaliser la loi sur le non-remboursement des crédits. Donc aujourd'hui, quand on étudie un dossier et que le dossier est bon, nous allons financer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des acteurs aussi qui peuvent rentrer dans le marché. Parce qu'il y a des types de projets que la banque ne peut pas financer. Il faut reconnaître que la banque ne peut pas tout faire. Il faut reconnaître. Parce qu'il y a des projets, vous voyez, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des gros projets. Ou comment un projet qui va faire 15-20 ans, il faut des banques adaptées à ce type de projet. Et c'est là où bien des établissements financiers ou ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui dans nos pays, on n'a pas développé beaucoup les fonds d'investissement. Maintenant, à votre deuxième volet, comment faire lorsque quelqu'un est au village et qu'il veut financer, même s'il est en ville, il veut financer, il faut se reprocher des institutions comme les nôtres. Aujourd'hui, nous sommes la première banque orienté agro-pastoral. Nous croyons que d'autres vont venir, mais je demande aux autres, mais rapprochez-vous de toutes nos agences, tout simplement. On va vous aider effectivement à vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un écosystème. C'est-à-dire que vous trouvez chez nous de l'argent. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qu'il faut. Il y a les questions de formation. D'accord, mais le coût du crédit bancaire reste très élevé en zone CEMAC, entre 7 et 19% selon la BEAC. Tout cela n'encourage pas l'entrepreneuriat agro-pastoral. J'aime votre question là. Vous savez pourquoi? Parce que en tant qu'acteur pionnier en microfinance, c'est un débat que j'ai eu il y a 30 ans sur la question du coût. Et vous avez trouvé quelle réponse? La réponse, c'est que pour nous, le coût du crédit doit être fonction de la rentabilité du projet. Est-ce que c'est le cas? C'est justement ce que nous sommes en train de développer. C'est-à-dire que quoi? Les gens parlent que le coût, les gens disent c'est vrai. Mais est-ce qu'on a adossé ça au projet? Écoutez, je vais vous prendre un exemple, vraiment terre à terre. Vous avez quelqu'un qui fait un champ, vous lui donnez un crédit de 2 millions et à partir de son crédit, par exemple, il produit, il vend 5 millions. La recette. À la fin, il vous paye par exemple, si même un jour j'avais posé la question que si je vous fais ça, vous allez payer l'intérêt à combien? Le monsieur m'a donné le taux d'intérêt que moi, si vous me donnez un projet, ça rapporte comme ça, je peux même vous donner 1 million parce que je vois que moi je n'avais rien, vous m'avez donné 2 millions, j'ai travaillé, j'ai obtenu 3, si je vous donne 1 million d'intérêt. Vous savez 1 million c'est combien? Sur 2 millions que je lui ai donné, ça sera 50%. Mais en réalité, nous n'atteignons pas ce genre de taux. Donc pour lui, on doit amener les opérateurs à regarder est-ce que la banque t'aide à
augmenter tes revenus. Et non de regarder que c'est 7%, parce que dans le financement agricole, c'est le débat que j'ai, les frais administratifs, rien que pour suivre, pour former, pour faire ceci, ça coûte énormément. Il faut qu'on permette aux gens de se développer, d'augmenter leurs revenus. Et s'il fait un projet qui soit susceptible d'être développé, on lui donne le crédit, même si le taux est à 12%, même si le taux est à 15%, pourvu qu'in fine, il puisse effectivement avoir une nette augmentation de ses revenus, en fait, qui sortent de la pauvreté. Voilà ce qui est plus important. À propos de taux, il y a également le taux de bancarisation qui est mauvais au Cameroun, à peine 31,1% en 2022. Cela peut aussi avoir des conséquences néfastes sur le financement du secteur agropastoral et même de l'économie d'une manière générale. Bien sûr, le taux de bancarisation à 31%, je dois reconnaître qu'il a évolué ces derniers temps. Ça, il faut le reconnaître, mais il est encore bas lorsqu'on compare à des pays. Bon, n'allons pas jusqu'en France, on va dire 99% des gens sont bancarisés en France, mais prenons simplement d'autres pays africains, comme au Maroc, où 65-70% sont bancarisés. Ça vient d'où? Ça vient effectivement de ce que là, moi je pourrais dire d'une part, c'est notre tort, nous les banquiers, c'est de n'avoir pas eu des produits qui soient adaptés. L'agriculture à 57%, le secteur agricole, 60% de la population. Comment vous pouvez imaginer un système bancaire où on met 60% des gens de côté? Il est évident qu'il sera difficile d'atteindre des grands taux. D'où la nécessité donc maintenant de s'orienter en agriculture. Quand vous regardez ces derniers temps, la loi des finances a sorti que pour toute dépense de 100 000 francs par exemple, il faut faire par virement pour les entreprises. Par virement ou bien par chèque. Mais si nous n'allons pas dans les villages, si quelqu'un crée une société au village et qui ne peut pas faire des chèques, il ne peut pas, ça va poser un problème. Donc, plus nous allons nous orienter, c'est ça que je veux démontrer, plus nous allons nous orienter avec des produits adaptés, que ce soit aux mines, que ce soit à la forêt, nous allons augmenter effectivement le taux de bancarisation. À propos des mines, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ad intérim, le professeur Focalistus Gentry, s'est rendu dans la région de l'Est cette semaine pour évaluer un certain nombre de projets miniers. Je vous propose de regarder cet élément qui fait un peu le bilan de cette visite. Il est signé Cyril King-Mbépé. La petite localité de Boubara, dans l'arrondissement de Kété, département de l'Acadie à l'est du Cameroun, écrit une page nouvelle dans le traitement de l'or. Un système clos qui préserve l'environnement et augmente le rendement. Un investissement qui permet de traiter 500 tonnes de matière par jour. Le système en base clos est assez récent. C'est le premier que nous installons ici au Cameroun. C'est un système de traitement des graviers minéralisés qui permet de se automatiser. On commence en hauteur parce que c'est un système de lavage par gravité. Au fur et à mesure que nous descendons, il y a dans les guides, il y a les tables vibrantes et nous venons finir avec les bols. Le gouvernement œuvre pour une migration complète vers ce système. Dans les prochains mois, une dizaine d'unités comme celle-ci verront le jour dans cette région aurifère. La mairie de Kété y met plein d'espoir. La pollution de l'environnement sera réduite. Nous n'aurons plus d'enfants dans la mine. Tout est mécanisé. Nous aurons davantage de la taxe à valeur. Les revenus de la commune vont augmenter. Aucun permis d'exploitation semi-mécanisé ne sera à nouveau attribué si le requérant ne garantit pas son engagement à migrer vers la modernité. Les populations locales, elles aussi, seront bien encadrées dans ce paradigme nouveau. Déjà, des projets sociaux à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA leur sont offerts selon les termes du nouveau code minier. Le rendement de production, c'est l'ancien système récupérer seulement 30% de l'or. Aujourd'hui, on va récupérer jusqu'à 80% de l'or. D'ici fin d'année, on va avoir presque 10 systèmes comme ça, mais il y aura les variations. Et le ministère de Mines va prendre sur lui d'encadrer avec les petits équipements et ce reverain va rester dans l'artisanat sans engin, sans pétrole encore.
mais c'est pour soutenir sa vie quotidienne. Cette visite à l'Est du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est une suite logique des actions entreprises depuis la fin de l'année 2023 et qui ont conduit le gouvernement au Brésil et en Chine pour acquérir une expertise rentable. La mine a quelque chose de commun avec le monde agropastoral, c'est la terre. De votre point de vue aujourd'hui et en quelques mots, le plus difficile dans l'économie pastorale, est-ce que c'est l'argent ou c'est le foncier? Je crois que les deux tiennent. Hein. Au niveau du monde agropastoral, il y a les questions d'argent. Il y a les questions autres que l'argent, notamment le foncier, parce que pour faire l'agropastoral, il vous faut effectivement des terres. Mais aussi, il y a d'autres facteurs comme les questions de formation, de renforcement de capacité. C'est un ensemble de choses qu'on doit mettre pour pouvoir effectivement résoudre un tel défi. Le terrain, effectivement, c'est un problème. Il faut le dire, c'est ça. Mais nous, au niveau de la banque, nous avons apporté une solution holistique, une solution globale, telle que nous sommes aujourd'hui le guichet unique. Vous vous présentez chez nous, vous êtes une élite par exemple, vous voulez faire de l'agriculture, vous vous présentez chez nous. Ce qui va se passer, c'est que nous allons vous aider à résoudre par exemple un problème comme celui foncier par rapport à notre convention avec le ministère de l'Agriculture pour la question des terres arables. Un mot rapide sur les questions boursières. La bourse des valeurs ferait aussi partie des solutions. Il y en a une, heureusement, pour la zone CEMAC, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Alors, c'est un luxe pour le monde agropastoral, ça l'est même encore pour beaucoup d'acteurs de la macroéconomie. J'imagine bien que pour vous, il faut y aller, mais pour gagner quoi? Effectivement, c'est comme si vous lisez dans mes pensées. Hein. Effectivement, je pense qu'il est nécessaire que nous nous mobilisions pour la bourse. Les gens partent en bourse d'abord pour une bonne culture financière. Ça, c'est d'un. Mais de deux, la bourse vous permet, lorsque vous y alliez, c'est un autre mécanisme d'investissement. Vous gagnez de l'argent. Quand vous placez de l'argent en bourse, vous gagnez des intérêts, si c'est des obligations que vous prenez, ou vous gagnez des dividendes quand ce sont les actions. Mais de l'autre côté aussi, ça vous permet d'élargir, comme on dit, de diversifier vos placements. Et ça, c'est très, très important. Les pays se développent avec tous ces outils. C'est un ensemble, c'est tout ça, c'est ce marché financier qui va permettre à nos pays d'évoluer. Un agriculteur ne serait-il pas content d'être actionnaire dans une banque comme la nôtre, par exemple? Même la fierté. J'ai dit, c'est bien d'être actionnaire d'une banque. Et les enfants pourront en bénéficier aussi. Révérend Omban Ekat, quel conseil, du haut de votre expérience, pouvez-vous donner à ceux qui veulent, notamment les jeunes, créer une entreprise? Il faut quoi exactement? C'est quelle magie en dehors des préalables administratifs et réglementaires? Ça, c'est une question fondamentale. Je vais donner le secret parce que moi-même, je suis entrepreneur, comme vous le savez, donc créateur d'entreprise. Le premier point, j'ai dit le premier de mon expérience et de ce que j'ai vu, quand vous voulez créer une entreprise, cherchez à résoudre un problème. Ne cherchez pas d'abord à gagner de l'argent. Sinon, vous allez chercher à faire des petits coups. Quel est le problème que je viens résoudre aujourd'hui? Est-ce que ce problème est durable? Est-ce que c'est un problème à court terme? Vous devez gagner de l'argent en résolvant les problèmes des autres. Vous verrez que si ce problème dure 50 ans, votre entreprise va durer 50 ans. Or, ce qu'on regarde, c'est que les gens se lèvent seulement, il part, il fait des petits papiers, il dit qu'il va faire le marché parce qu'il a son cousin, il va lui donner. C'est pas ça les entreprises. Une entreprise, on réfléchit, on dit, aïe, il manque telle chose ici. Moi, je vais m'engager pour résoudre tel problème et ce problème va se poser de manière durable. Voilà, c'est ça le point numéro 1. Bien sûr, les autres points sont des questions de foi
être convaincu, je dirais même plus, être téméraire. Quand vous êtes déjà persuadé que vous avez une idée qui va marcher, il y aura des vents contraires. Il y aura des gens toujours pour vous dire que ça ne va pas marcher. Mais ça va marcher, si vous-même vous y croyez. On ne sent pas beaucoup les banques camerounaises dans le financement des grands projets de la SND 30. C'est plutôt les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. C'est parfois et en général la BAD ou même le chinois Exim Bank, parfois aussi l'Union européenne. Vous n'êtes pas assez crédible ou alors vous n'êtes pas sollicité ou peut-être même vous refusez les conditionnalités. Déjà, on n'entend pas beaucoup parler de la banque, mais la banque agit beaucoup. Il n'y a qu'à voir les emprunts obligataires. Qui collecte les emprunts obligataires des États? Quand vous avez un pays comme le nôtre qui peut se retrouver en train de faire, par exemple, 2000 milliards d'emprunts obligataires, écoutez, c'est les banques qui collectent et qui permettent à l'État de prendre et de pouvoir investir. Donc les banques jouent un rôle. Mais maintenant, ça c'est un côté indirect. Le côté direct est lié aussi à la nature des ressources des banques. Ça, il faut le dire. Il y a des banques même qui participent. Il y a des gens qui font le cofinancement, les prêts syndiqués. On entend les autres parce que peut-être les banques ne font pas beaucoup de bruit là-dessus. Mais je vous assure, il y a des banques qui s'y mettent. Mais l'un des éléments, l'un des axes, c'est écouter qu'on collecte. Effectivement, quand on lance un emprunt obligataire, on apporte. Et l'État finance les barrages. Tous les barrages que vous voyez là, c'est les banques qui ont en fait contribué à collecter ces dépôts de manière générale. Elles ne sont pas seules, mais de manière générale, ce sont les banques. Le chef de l'État a créé le 20 janvier 2023 la Caisse des dépôts et consignations. Les banques ont accueilli sans grand enthousiasme cette structure ô combien importante pour l'économie nationale. Est-ce que vous aussi, vous faisiez partie des frondeurs et est-ce que votre position a évolué? Bon, les banques ne peuvent pas être... comme on dit, on ne peut pas être des frondeurs, non. En réalité, nous disons que la Caisse de dépôt et de consignation, vous venez de parler des grands projets. Lorsqu'on regarde la mission de la Caisse, nous allons comprendre que c'est un autre instrument qui vient compléter. Parce que la Caisse aura pour mission aussi du financement, mission pour financer l'économie, c'est vrai, de manière sécurisée, et à long terme. Parce que c'est à long terme. Maintenant, la relation entre les banques et la Caisse, je vous assure aujourd'hui, et c'est là la direction générale de la Caisse de dépôt et de consignation a engagé une bonne démarche où nous nous sommes déjà entendus sur comment on va faire pour transférer les fonds au niveau de la SEDEC. Donc, au fond, vraiment, c'est un partenaire. On n'est pas en train d'être frondeur ou ceci, cela. C'est la mise en place d'un mécanisme simplement. Il faut que les gens s'entendent. Mais en passant, ce n'est pas les banques. La Caisse ne reçoit pas seulement les dépôts bancaires. La Caisse va recevoir les dépôts qui sont dans les greffes et tout et tout. Donc pour les banques, on est clean à ce niveau-là. Comment avez-vous accueilli la nomination du nouveau sélectionneur, entraîneur-sélectionneur des Lions Indomptables? Oh, bon, mais j'avoue que ce jour-là, j'étais face à... C'était en plein journal. J'avoue que j'ai sursauté. Voilà comment moi j'ai sursauté. Parce qu'il faut dire que je regarde le football. C'est un élément qui nous intéresse de temps en temps, on sponsorise. Bon, est-ce que nous avons à accueillir? Nous avons seulement constaté que, bon, l'entraîneur... Il arrive, il sera nouveau en Afrique. C'est par la suite qu'on a compris. Mais il était nécessaire qu'il y ait un entraîneur, sauf qu'il arrive, il est nouveau. Bon, on nous apprend qu'il n'a jamais entraîné quelque part. Bon, mais on va voir. Peut-être dirons-nous, on va juger le maçon au pied du mur. Vous savez, ces choses-là, on dit chez nous qu'une femme avait tué l'éléphant avec le bâton, on ne sait jamais. Donc, ça peut toujours se faire. Avant de le juger, je vous propose d'avoir une idée un peu plus complète de ses états de service et de ce qu'il sait faire. Marc Brice, le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, nous est présenté par Joseph Gweta Mandeng. Every ball has to be perfect. It's not possible, but you have to try. Hard. Il a l'air caractériel et intransigeant.
et sans doute rigoureux en entraînement. Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables, est dans l'encadrement professionnel depuis 23 ans. À 62 ans sonnés, cet entraîneur de nationalité belge, en pleine maturité, a la responsabilité de diriger une sélection nationale pour la toute première fois dans sa carrière. Lui qui a passé la quasi-totalité de sa profession d'entraîneur dans son pays, la Belgique, comme encadreur de club, mis à part ces 3 années passées en Arabie Saoudite de 2012 à 2015. Meilleur entraîneur de la saison 2020-2021 en Belgique et aujourd'hui nommé entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice foule le sol africain pour la toute première fois et au Cameroun. Sur les documents et dans le microcosme du football, ce nom n'est pas connu des Camerounais, mais en se référant sur ses prédécesseurs ayant le même profil que lui, Marc Brice a l'opportunité d'imprimer sa marque avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Il n'aura aucun problème pour communiquer avec ses poulains puisqu'il s'exprime couramment en français et en anglais. Il est à la tête d'un staff constitué de personnel technique et administratif. En tout, 12 hommes l'accompagnent dans la recherche des victoires des Lions Indomptables dans des échéances à venir, notamment la qualification pour la CAN 2025 au Maroc et la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Je termine par vous-même, révérend Omban Ekat. On voit souvent dans notre pays des hommes d'église comme vous qui créent des structures ou même des citadelles de culte pour faire fortune et disparaître dans la nature par la suite. Est-ce qu'il faut vous faire confiance? Bien sûr, aujourd'hui, je crois que les Camerounais ne se posent plus cette question. Vous savez, pour être agréé comme banquier, c'est pas donné à tout le monde, il faut le dire. Je ne suis pas un employé, simplement, je suis promoteur et je suis administrateur, directeur général de la banque. Donc, de ce côté-là, il est évident que ce n'est pas aujourd'hui, c'est un choix que nous avons fait. Nous faisons l'Église, au contraire, c'est nous qui apportons. Vous savez, l'Église a beaucoup de problèmes. Nous apportons. Moi, je ne gagne rien. Quand je fais l'église, je ne prends rien. Quand je prêche chaque matin, là, c'est gratuit. Vos gains, c'est plutôt à la banque. Voilà. Oui, ben, je fais la banque, il faut dire la banque, il faut gagner de l'argent. Le résultat est un indicateur de pérennité de l'institution. Si je ne gagne pas l'argent à la banque, je dois aller gagner où? Ce n'est pas à l'église qu'on va gagner de l'argent. Quand vous voyez aujourd'hui l'état de la société camerounaise, trop de crimes, des détournements, la violence, la jalousie et la haine dans les familles, les réseaux sociaux, l'espace public et chez les jeunes, malgré la prolifération des églises, est-ce qu'il faut croire en la sincérité de toutes ces églises-là, y compris la vôtre? Est-ce que le Seigneur vous écoute même encore? Vous avez raison de poser une telle question. Nous ne pouvons pas dire ici qu'il faut croire à la sincérité de toutes ces églises. Il y a des églises qui sont de Dieu et d'autres qui n'en sont pas. Parce que je suis de la vérité, il faut le dire. Bien sûr, ce n'est pas parce que la photocopie se multiplie que l'original disparaît. L'original va rester toujours original, même si vous avez une multitude de photocopies. C'est ce qui se produit à l'église. Il y a des églises qui restent encore authentiques dans la saine doctrine, qui pratiquent exactement ce que la Bible dit, qui mènent une vie de sainteté. C'est des églises rares, mais c'est des églises qui existent effectivement et le Seigneur exauce. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Révérend Omban Ekat, c'est ma dernière question. On a le sentiment que le pouvoir religieux ne suffit pas toujours à certains hommes d'église. La preuve, vous-même, vous y avez ajouté le pouvoir économique en étant banquier. Le prochain pouvoir que vous visez, c'est lequel? Mon prochain pouvoir, c'est vraiment davantage être un serviteur de Dieu. Ça, il faut le dire. Vous ne l'êtes pas déjà? Je le suis, je dis davantage. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je ne cherche plus un autre pouvoir. Ce que Dieu m'a donné, j'en suis fier et je continue à prêcher l'évangile. Donc, je ne cherche pas un autre pouvoir. J'ai reçu de Dieu ce que j'ai et c'est largement suffisant. Vous ne recherchez pas le pouvoir politique? Non, je n'en ai pas besoin. J'aurais fait la politique depuis, c'est pas, vous savez, à l'âge ici, je ne peux même plus commencer à... Non, je fais ce que j'ai à faire. On ne peut pas tout faire dans la vie. Nous, l'Église est là pour prier.
nous prions pour les autorités. C'est ça ma fonction. Et si on vous appelle? Si on nous appelle? En politique. Mais je vais prier pour les politiciens. Je vais dire à tel que voilà ma position. Voilà. Ce n'est pas, on m'a déjà sollicité plus d'une fois. Non, je leur dis, écoutez, c'est bien. Mais si nous tous nous engageons, qui va prier et de manière vraiment neutre? Qui va le faire? Il faut des gens qui restent là, qui disent non, c'est bon de prier, c'est ma fonction. Chacun joue son rôle dans la société. D'autres font ceci, certains font ceci, d'autres font cela. Voilà, moi je vais, si même on m'appelait, je vais donner un bon conseil en priant pour dire que vraiment je n'ai pas une intention particulière. Terminons par une prophétie pour le Cameroun en 2035. Vous prophétisez quoi pour le Cameroun? Je prophétise qu'en 2035, le Cameroun sera, bien entendu, de très loin mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Avec l'engagement dans l'agriculture que nous faisons, vous verrez qu'il y aura un grand sursaut. J'ai vu là la question des mines. Lorsque je joins le développement que nous faisons, je crois que le Cameroun sera un pays, je ne dirais peut-être pas émergent, mais un pays qui aura évolué. Mais surtout aussi, je crois qu'en 2035, nous aurons des gens qui vont se convertir en grande quantité. Voilà ce qui m'intéresse et voilà ce qui va se passer. Ainsi soit-il, comme vous dites à l'Église. Révérend Charles Rollin Omban Ekat, merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. C'est moi qui vous remercie et je serai très heureux une autre fois de revenir pour parler de l'actualité. N'hésitez pas. Mesdames et messieurs, tout passe et nous passons tous, mais le pays restera. Prenons donc grand soin de notre chère patrie, de notre terre chérie, le Cameroun. Bonsoir.